Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pouvons-nous affirmer que telle communauté, telle société, tel peuple a un certain état d'esprit, certaines dispositions, certaines caractéristiques et pas d'autres? N'est-il pas vrai qu'aucun groupement humain n'est globalement homogène et qu'en son sein existent et subsistent des individualités qui peuvent être très différentes les uns des autres, voire même parfois diamétralement opposées. Pourtant, et là aussi le postulat est patent, tous les groupements humains ont des caractéristiques qui leur sont propres, même si en leur sein des exceptions ne sont finalement que des exceptions. Tout le monde conviendra que la société japonaise est très organisée, n'est-ce pas? Très laborieuse, très civique, et que telle ou telle autre société africaine de tel ou tel pays est très anarchique, très individualiste, très désorganisée, très primaire, à la limite de la rusticité. Pourtant, dans ces deux sociétés existent, malgré leurs caractéristiques, des individus qui ne sont pas conformes au caractère collectif, qui lui sont même tout à fait antinomiques. Mais c'est la disposition générale qui l'emporte et qui distingue l'une de l'autre. Pourquoi alors? Pourquoi existe-t-il des sociétés de telle conformation et d'autres d'une toute autre? Mais est-ce là une disposition génétique héréditaire, naturelle? Nul besoin, je crois, d'être sociologue ou anthropologue pour pouvoir affirmer que non. Contrairement à certaines thèses fascisantes ou racistes, je crois très fermement qu'aucune communauté de même conformation ethnique, identitaire, n'est plus ou moins disposée à tel ou tel penchant, tel ou tel tempérament. La meilleure démonstration en est que si vous prenez à leur naissance deux frères jumeaux, des jumeaux monozygotes, et que vous les faites adopter par des familles qui appartiennent à des sociétés très différentes l'une de l'autre, vous obtiendrez des adultes qui auront des caractéristiques générales de leur société d'adoption respective. Celui qui a été élevé au Japon sera plutôt inhibé, plutôt civique, plutôt consensuel, plutôt organisé, qui respecte strictement les files d'attente, et celui qui a grandi dans ce pays africain tout récemment décolonisé, très pauvre, très anarchique, qui plie sous la férule d'un régime despotique, sera plutôt incivique, il ne respectera les règles que s'il y est contraint, il jouera du coude plutôt que faire la queue, et il n'aura pas de vraie conscience de ses droits naturels dans une société globalement expurgée de conscience politique collective. Pourtant, les deux jumeaux, issus d'un même œuf, étaient naturellement conformés pour être identiques. C'est que, donc, ces dispositions collectives ne sont pas innées, mais acquises. Alors, pourquoi cette longue digression que je vous fais subir, allez-vous me dire? À quoi je veux venir? Eh bien, c'est parce que nous devons désamorcer ces bombes à retardement que d'aucuns sèment laborieusement, délibérément sur notre chemin. Ces thèses qu'ils tentent de distiller au sein de l'opinion publique algérienne sur telle ou telle communauté, sur les caractéristiques qui les distinguent les unes des autres. Il est vrai que certaines de nos communautés nationales et certaines de nos régions ne réagissent pas aux événements et à la même mise du régime sur notre pays de la même manière, avec la même intensité, avec la même régularité. Non pas que les unes ou les autres aient des dispositions naturelles pour cela, mais parce que, comme nos deux jumeaux monozygotes, elles ont évolué dans des contextes très différents les uns des autres. Parce qu'elles n'ont pas connu les mêmes vicissitudes, les mêmes environnements sociétaux, les mêmes parcours historiques,
parce que leurs contraintes ou leurs privilèges géographiques ne sont pas les mêmes, parce qu'elles ont la chance ou la malchance d'être plus ou moins ouvertes sur le monde. Plus ou moins ouvertes sur le monde. Soyons plus précis, quitte à fâcher certains esprits chagrins qui font un usage politique chafouin de ces différences et de ces sensibilités communautaires ou régionales. Et disons les choses plutôt que de les susurrer. Pourquoi nos compatriotes de Kabylie sont-ils aussi prédisposés et aussi enthousiastes à contester le despote et non pas nos compatriotes d'autres régions, dont certaines qui sont dans une situation atroce pourtant et qui en toute logique auraient dû être dans la contestation et la rébellion plus que le reste du pays. Le Sahara, par exemple, qui ne réagit pas avec la même force que la Kabylie, à la même mise du régime sur notre pays, alors que nos compatriotes sahariens sont bien plus opprimés que leurs compatriotes kabyles. Eux, sahariens, dont les richesses du pays sont sous leurs pieds. Eux qui sont quasiment les seuls à ne pas en profiter. Eux qui ne trouvent même pas un emploi dans leur propre région et qui se débattent dans une misère endémique proprement révoltante, proprement scandaleuse, inimaginable pour qui ne connaît pas leur situation. Pourtant, et cela me fait très mal de le dire, croyez-moi, de le dire aussi brutalement, nos compatriotes du Sud, tellement généreux, tellement placides, tellement tolérants et surtout tellement opprimés, sont ceux qui ont le moins contribué à ce formidable sursaut du Hirak. Pourquoi alors? Les réponses sont très diverses, très compliquées, très subtiles, et je ne pourrais pas toutes les dire ici. Mais si je pouvais résumer mes pensées, je répondrais tout simplement que l'explication se trouve non pas seulement dans l'environnement climatique et géographique, mais surtout dans le fait que la Kabylie a toujours été un vivier d'émigration vers ailleurs, non seulement dans tout le pays, mais partout dans le monde, alors que le Sahara est une enclave où les habitants sont fixés, où ils ne bougent que très peu, hormis les Mozabites, à la différence que ceux-ci se sont confinés dans le petit commerce et le négoce. Alors que les Kabyles se sont immergés dans des secteurs en gestation permanente, comme l'industrie, les travaux publics et bâtiments, le tertiaire, où les luttes de classe, le syndicalisme, le progressisme, les affrontements idéologiques sont en perpétuelle effervescence. Et plus que ces terrains très favorables à l'émergence d'une conscience politique, la capitale, Alger, est aux portes de la Kabylie. Et contrairement au Sahara, la Kabylie est surpeuplée, donc naturellement portée à la concurrence des idées, à l'émulation, au besoin de se distinguer, alors que le Sahara est loin de tout, sous-peuplé, avec de grandes distances entre les agglomérations, sous un climat très dur, qui incline naturellement à l'indolence, où les potentats locaux, alliés naturels du régime, bien sûr, ont plus de facilité pour manipuler et fliquer leurs concitoyens. C'est le cas de toutes les autres régions où chacune a sa propre spécificité culturelle, régionale, géographique et sociétale. C'est pourquoi le Hirak n'a pas été de la même intensité et du même engagement partout. C'est pourquoi les Baltajia et les Doubab ne sont pas aussi à l'aise dans une région ou dans une autre. En Kabylie, les Baltajia rasent les murs et les Doubab écrivent sous des pseudos. Dans d'autres régions, ils ont pignon sur rue. La nouveauté dans cette problématique est que le régime a très vite flairé le danger. Il a compris que, contrairement à d'habitude, le Hirak n'est pas une émeute circonscrite à une ville ou à une région, mais une révolution nationale, une révolution populaire, qui ne porte pas des revendications sociales ou communautaires, mais une aspiration à l'instauration d'un état de droit, donc à l'éradication du système actuel, une révolution qui tend à la libération de tout le pays, dans son entièreté. Et c'est bien pour cela que tout est entrepris par le régime, pour diviser les régions
Et c'est bien pour cela que la répression et les intimidations sont plus fortes et plus implacables dans les régions qui bougent le moins. En prévision du référendum scélérat, permettez-moi de le dire comme ça, et néanmoins crucial pour la suite des événements, le régime sait parfaitement que le boycott sera très massif, tout particulièrement en Kabylie et dans l'Algérois. Alors, il fait feu de tout bois et on voit tous ces nervis faire la promotion du voter non pour voter contre l'officialisation de Tamazight. Il sait que cette question peut être exploitée et il fait tout pour exacerber la question, creuser les clivages et isoler la Kabylie, voire, et là est le danger, voire la pousser à des réactions violentes. Parce qu'il sait qu'un boycott aussi massif que celui des présidentielles pourrait lui être fatal. Il a peur que ce rendez-vous du 1er novembre pourrait renforcer la jonction de toutes les régions contre lui. Il n'est pas sans savoir non plus, le régime, que l'état d'esprit des régions les plus frondeuses est plus contagieux que le corona. Et qu'un état d'esprit révolutionnaire, quand il s'installe, fait sauter la chape qui plombe les dignités et les aspirations, parce qu'il avive le sentiment d'appartenance à une même nation dans toutes ses différentes. Référendum isoler la Kabylie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Fatih Titouche, militant politique, Assia Geshoud, activiste politique qui a été parmi ceux qui ont été à l'initiative de la marche vers Bruxelles pour déposer la lettre à l'ONU, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, qui sera avec nous au téléphone. Et nous allons commencer par Fatih Titouche. Fatih Titouche, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Fatih,
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Benchenouf, et bonsoir à vos invités, à ceux qui nous regardent. Bonsoir. Alors, Fatah, qu'est-ce que c'est que ces manœuvres on a l'impression comme ça, la rumeur aidant, qu'il se passe quelque chose, que le régime tente de diviser les Algériens, de les diviser, de semer la discorde dans leur sein, dans le même temps qu'il est un peu dans la provocation de toute une région dont on sait qu'elle est la plus acquise au boycott. Je veux vous donner juste un chiffre avant de vous laisser nous dire votre avis. J'ai ici les chiffres des résultats de l'élection présidentielle du 12 décembre par wilaya. Alors écoutez bien. Bjaya, 0,12%. C'est pas 12%, c'est 0,12%. C'est le dixième de 1%. Bouira, 5,38%, qui est déjà assez notable. 5,38%. Tizi Ouzou, alors écoutez bien, 0,02%. Ça veut dire quasiment, j'allais dire, le 50e de 1%. Et donc, à la limite, le régime, on dirait que, désespéré comme il est, il ne veut même plus que la Kabylie vote parce qu'il sait qu'elle ne va pas voter. Alors, il a développé beaucoup de stratégies dont nous allons parler, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis à chaud, comme ça, avant d'entrer dans d'autres questions. Mon avis sur le taux de participation assez faible dans cette région, je pense que le taux de participation a été assez faible dans tout le pays. On a eu, j'ai eu comme vous les mêmes chiffres qui ont fuité, c'est-à-dire qu'on était autour de à peu près 7-8% territoire national sur une élection présidentielle à enjeu majeur. Donc du coup, première conclusion que je tire, c'est que tout le pays a boycotté massivement cette élection. Je veux comme preuve, il y a eu des manifestations en plein Alger, dans plusieurs wilayas du pays, le jour même de l'élection, malgré les tensions et malgré ce que ça pouvait représenter comme risque déjà. Puis après, pourquoi c'est aussi faible ou c'est clairement faible dans la région? Vous avez cité un certain nombre de causes. Il y a aussi des raisons historiques, j'en citerai deux. La première, c'est des régions du pays qui ont, pendant la colonisation, ont subi des déportations de masse, qui est en fait un facteur direct pour atteindre la cohésion sociale des régions. C'est très important. Quand des gens vivent ensemble pendant des années, ils apprennent en fait on crée une sorte de cohésion sociale qui favorise justement la contestation et la défense de ces droits. Donc ça, c'est un élément très important historiquement pour voir pourquoi historiquement cette région est opposée. Et aussi parce qu'elle a été désignée comme ennemie, cette région, dès l'indépendance, comme on aurait pu désigner une autre région. Franchement, si par exemple, après l'indépendance, on a décidé de prendre un autre chemin, une autre orientation idéologique, ethnique ou tout ce que vous voulez. Si on avait décidé, par exemple, en 62, que seule la langue amazigh aurait été la langue nationale et officielle et qu'on aurait combattu la langue arabe, alors qu'on sait qu'il y a des arabophones et des gens qui ne parlent pas cette langue, on aurait créé d'autres régions qui auraient été contestatrices parce que, de fait, en fait, on les a désignées comme ennemis. Puis, vous savez qu'il y avait les années 80, qu'il y avait énormément de choses qui ont été faites sur cette région qui a fait que, automatiquement, systématiquement, de toute façon, ils n'avaient pas autre chose à faire que d'être, j'ai envie de dire, naturellement contestatrice de ce pouvoir en place. Je dis ça pour dire que je vous rejoins parfaitement, ça n'a rien à voir avec le sang, ça n'a rien à voir avec l'ethnie ou tout ça, parce que tout l'Afrique du Nord, en fait, si on veut parler justement d'ethnie, tout l'Afrique du Nord, c'est le même peuple. Quand on voit le peuple marocain ou le peuple tunisien, ou même une grande partie du peuple libyen et comment leurs traditions, leur culture, leurs défauts, les travers des sociétés dans ces régions-là, on se rend compte très rapidement qu'il s'agit là d'un et un seul même peuple. Et ce n'est pas pour rien qu'un des objectifs majeurs des leaders de la révolution algérienne,
était justement le Maghreb uni, c'est-à-dire une Afrique. Le mouvement national, c'était l'étoile nord-africaine, c'était pas l'étoile de Kabylie ou l'étoile de telle ou telle région, c'était l'étoile nord-africaine. Donc les enjeux sont là. Maintenant, le régime qui joue sur ces divisions, on en reviendra. C'est normal que le régime joue sur tous les éléments qui lui permettront de se maintenir au pouvoir. Restez avec nous, Fath Titouche. Assia Geshoud, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, salam alaikum, Azul Fellaouen, merci de m'avoir invité. Salam, merci à vous d'avoir accepté. Assia Geshoud, je rappelle que vous étiez la coordinatrice de la fameuse marche vers Bruxelles pour déposer la fameuse lettre qui a fait réagir TSA, qui avait inventé tout un canular pour dire que l'ONU avait rejeté, etc. Vous pourriez nous en dire deux mots avant que je vous pose une question en particulier? Oui, j'apporte juste une petite correction, c'est vers Genève et non pas Bruxelles. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi, je fais toujours la même erreur depuis... Oui, exactement. Pardonnez-moi. Et je vous reprends à chaque fois, mais c'est pas grave, ça va finir par rentrer. Donc, c'était une marche citoyenne qu'on a effectuée sur 9 jours, de Chambéry à Genève. Nous sommes partis le 15 août et nous sommes arrivés le 23 août à Genève où nous avons organisé une manifestation avec la diaspora qui nous a rejoints un peu de partout à la Place des Nations. Et le 24 août, nous avons remis une lettre qui a été écrite par les marcheurs le 24 août au Commissariat des droits de l'homme. Voilà comment s'est déroulé un peu et l'APS, qui est l'agence de presse officielle de l'État algérien, a publié quasiment un communiqué pour dire que l'ONU avait rejeté, il avait même inventé le nom d'un responsable, un Égyptien, et ceci et cela, et c'est avéré que c'était un gros canular, et ça ne les a pas fait rougir plus que ça. Ils ont juste retiré le fameux canular. Alors, Assia Geshoud, il se passe quelque chose en ce moment. D'ailleurs, on vient de nous informer que le confinement est prolongé jusqu'à la veille du référendum, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, c'est clair, le régime veut absolument utiliser tous les moyens pour faire voter les gens. Mais il semble qu'il ne veut pas que la Kabylie vote parce qu'il sait qu'elle ne votera pas de toutes les façons. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses nervis, en quelque sorte, contre la Kabylie, mais sous un discours un peu empoulé, pour dire aux gens, allez voter même non, parce que le régime ne demande que la participation, ils s'en fichent du résultat, mais juste voter contre Tamazight. Vous voyez un peu à quel point d'irresponsabilité ces gens-là en sont arrivés? Oui, effectivement, on le voit énormément en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe de mouches, de Doubeb, qui a été certainement recruté pour l'occasion. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur le report en fait du confinement. Ce qui est incroyable, c'est que le coronavirus est devenu un allié important pour ce régime. On l'a vu là pour justement cesser toutes les revendications et augmenter la répression. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu son collaborateur privilégié, notamment pour appuyer ces élections. Donc finalement, le corona, non seulement c'était une chauve-souris qui sortait que la nuit parce qu'ils avaient décrété un couvre-feu. Là, aujourd'hui, le corona va disparaître le 2 novembre par enchantement. Donc on voit bien à quel point c'est totalement ridicule parce que je ne sais pas qui il compte convaincre par ce discours. Et ça montre clairement à quel point ils sont capables d'instrumentaliser absolument tout, notamment, vous faisiez référence à la Kabylie et ce qu'ils essayent de colporter comme information pour arriver à leur fin. Donc, par contre, je reprends juste les chiffres que vous aviez donnés qui étaient très petits, Béjaïa 0,12%, etc. Même les Kabyles eux-mêmes contestent ces chiffres. Ils disent non, il n'y a même pas eu ces 0,12% parce qu'ils ont veillé scrupuleusement à ce qu'il y ait zéro votant. La plupart des bureaux de vote étaient fermés, condamnés, etc. Donc même ces chiffres-là sont contestés. Et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où ils appellent les gens à voter non.
Voter non, c'est donner déjà une légitimité à ces élections. Simplement pour dire il y a eu une mobilisation, sachant que de toute façon, eux-mêmes vont comptabiliser leurs propres votants. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Alors, Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. Badreddine Guerfa. Oui, oui, je suis avec vous. Ahlan c'est Badreddine. Oui. Allô, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, Badreddine Guerfa, nous sommes donc en train de parler de comment dire, ces coups tordus, ces actions de subversion, à un point où ces gens qui les agitent, qui sont derrière ces cabinets noirs, ces officines, qui sont en train j'allais dire, d'agir avec des poignards courbes, ne pensent même pas tous les périls et tous les risques qu'ils vont courir à ce pays en essayant de monter les populations de ce pays, de ce même pays, les unes contre les autres, en envoyant des nervis politiques, en envoyant des messages subliminaux, en faisant parler les potentats locaux dans les villes, dans les wilayas, dans les régions, pour dire allez voter contre Tamazirt. Maintenant, c'est un peu comme si ce projet d'amendement de la Constitution était devenu Tamazirt oui ou non. Ils ont déplacé le référendum sur la Constitution sur Tamazirt parce que, pense-t-il, cela fera voter les Algériens qui sont contre Tamazirt. Et ils ne pensent pas un instant que cela pourrait avoir de très graves répercussions. Badreddine Guerfa. Bon, si Jamal dit, ils ne savent faire que ça, que manipuler, qu'utiliser certains stratagèmes. Ils ne font que ça d'ailleurs depuis très très longtemps. Et ils en profitent maintenant pendant cette pandémie. Mais ce qu'ils font est vraiment, comme vous le dites, est très 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 dangereux pour le pays. J'ai l'impression, moi, que je les vois comme quelqu'un, un soulard, excusez-moi du mot, vraiment qui a bien bu et qui roule avec une voiture, une grosse voiture à 200 km à l'heure. Maintenant, j'ai vraiment peur pour mon pays. Mais j'ai l'impression qu'on veut faire tomber ce régime, mais j'ai l'impression qu'ils font tout pour faire tomber le pays. Mais on ne les laissera pas faire. La Kabylie et le reste du pays, grâce le peuple a dit son mot, Khawa Khawa, nous sommes un même peuple, nous sommes unis, quelles que soient nos diversités, et ils n'arriveront pas, Inch'Allah. Ils font tout ça juste pour une petite survie, pour un petit peu d'oxygène pour eux, et c'est tout. Fatah Titouche, quand Tebboune dit allez voter, votez oui ou non, nous vous garantissons que les résultats ne seront pas truqués, c'est un peu comme s'il avait dit, les résultats ne seront pas truqués comme d'habitude. Hein. En fin de compte, lui, il est gagnant-gagnant, pourvu qu'il y ait participation, puisque si le peuple vote non, ça veut dire que la Constitution reste celle de Bouteflika, Talay Saba, celle qui prévoit des pouvoirs présidentiels exorbitants. Donc il est gagnant, M. Tebboune. Absolument, et même, comme vous le dites, même s'il respecterait l'élection, alors que normalement, en fait, s'il y a un non massif à cette constitution, c'est aussi un désaveu, et donc du coup, dans des pays qui se respectent, il devrait démissionner, lui, son gouvernement, etc. et tout. Mais on en est loin de ce genre de scénario, parce que si c'était le cas, ils n'auraient pas triché, on aurait eu un état de liberté où les gens peuvent s'exprimer, etc. On n'a pas les moindres, en fait, conditions d'une élection transparente. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, bien évidemment, ce qui l'intéresse, c'est le visible. En fait, le visible, c'est le taux de participation. C'est combien de gens vont se déplacer au bureau de vote. Pourquoi? Parce que, en fait, ça rentre dans un processus de légitimation de ce pouvoir. Le chef d'État, Tebboune, a été désigné par on sait qui, un groupe de généraux qui accapare l'institution militaire. Il a été désigné comme le président, comme celui qui va faire
leur sale besogne d'une manière complètement illégitime. Aujourd'hui, un an après, vis-à-vis de l'international et vis-à-vis de leurs alliés à eux, ils doivent légitimer ce processus, c'est-à-dire essayer de trouver une solution. Donc c'est la Constitution, c'est le référendum. Si on va aller voter, quoi qu'on dise, non ou oui, on aura légitimé quelque part ce pouvoir-là pour dire voilà, finalement, un an après, on a réussi quand même à créer une base sociale, à créer une adhésion et les choses maintenant, les affaires politiques du pays se déroulent normalement et que, en final, on est un pays démocratique qui a été traversé par une petite crise. Voilà comment ils voient, eux, comment moi j'analyse la situation. Donc du coup, évidemment qu'il ne faut pas voter, évidemment que qu'ils jouent sur ces questions-là pour dire que finalement vous, si vous voulez pas que Tamazight devienne langue nationale et officielle, etc., et qu'elle soit généralisée, alors elle était déjà langue nationale et officielle avant cette constitution, donc du coup, si vous avez peur qu'elle soit généralisée, alors allez-y, votez non, mais voilà. Bref, ce genre de manœuvres et de manigances, j'ai envie de dire qu'elles sont obsolètes. J'ai envie de dire aussi qu'elles ne peuvent pas marcher. Mais malheureusement, aujourd'hui, le plus important, c'est pas ce que fera le régime. C'est qu'est-ce que nous ferons. Comment nous faisons face à tout ça. Comment est-ce que nous réagissons d'une manière intelligente pour ne plus permettre au régime justement de jouer finalement sur ces choses-là. Comment est-ce que des décennies après, le régime va sortir toujours les mêmes stratégies et que nous tombons toujours dans les mêmes pièges? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que de notre point de vue on peut faire pour que ça ne fonctionne pas, pour que le régime ne retente plus, pour que même lui sera conscient et sera persuadé que ça ne marchera pas et qu'il n'y a aucune chance que ça marche. Voilà ce qui m'intéresse moi personnellement. C'est du point de vue de nous, c'est-à-dire du Hirak, c'est-à-dire des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le régime ne puisse plus jouer sur ce genre de discours qui divise. Alors tantôt c'est arabe, berbérophone, etc. Tantôt c'est islamiste, laïque, tantôt c'est voilà. Donc c'est ça ce que j'ai envie. J'ai envie qu'on discute un peu sur ça. Et nous allons nous poser la question à Assia Ghchoud. Assia Ghchoud, Badreddine Guerva nous a dit ce régime ne sait faire que ça. Et Fatih Titouche nous dit la même chose. Il dit mais l'essentiel, c'est que qu'est-ce que nous allons faire, nous? Qu'est-ce que nous allons faire, nous? Or, dans les élections du 12 décembre, les Algériens, dans toutes les régions d'Algérie, dans toutes les régions, plus ou moins, selon les régions, et le plus grave, c'est que ce sont les régions les plus déshéritées, les plus misérables, les plus opprimées qui ont voté plus que les régions qui sont un peu mieux favorisées, j'allais dire. Mais qu'est-ce que les Algériens vont faire, Assia Ghchoud? Est-ce qu'ils vont encore refaire un même boycott massif? Est-ce qu'ils vont aller en rang dispersé? Est-ce que certaines régions vont voter pendant que d'autres ne vont pas voter du tout? Oui, alors je voulais juste appuyer le fait que nous soyons tous devenus les commentateurs de ce régime finalement. Ils nous lancent des petits appâts comme ça de temps en temps. Ils le font de plus en plus avec des polémiques. Souvent, ce sont des divisions au sein même du Hirak. Et nous tombons la plupart du temps dans ce piège et passons notre temps à commenter. Là, c'est un peu le cas pour cette constitution, ce référendum. Il nous pousse à le commenter. La plupart d'entre nous avons totalement oublié que cette constitution n'est plus une constitution depuis le 9 juillet 2019. Elle n'est plus effective. La plupart d'entre nous l'avons oublié et sont tombés dans le piège de commenter finalement cette constitution et lui donner toute sa légitimité. Et ce futur référendum, c'est clair que tous on le rejette, mais finalement en parlant,
on lui donne quand même une existence, une certaine existence. Donc la plupart du temps, on nous tend ces pièges et on passe notre temps à les commenter. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de fonctionner comme on l'a fait au 12 décembre. C'est-à-dire que boycotter ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas que ces élections aient lieu. Moi, personnellement, je suis convaincue de ça. Il va falloir y réfléchir sérieusement parce qu'on est à très peu de temps de cette date. On sait très bien que ce régime, qu'on boycotte ou qu'on boycotte pas, il s'en fiche totalement parce que lui, ce qui compte, c'est que cette date passe et qu'on soit le 2 novembre et ils disent voilà, tant de personnes sont allées voter, tant de personnes ne sont pas allées voter. Et finalement, dans la majorité de ceux qui sont allés voter, c'est ça qui passe. Qu'il y ait 1% qui vote, ça suffit. Hein. Il n'y a absolument rien qui va annuler ces élections, même s'il y a 1% oui, qui mais va... Aïssa Guichaud, pardon de vous interrompre. Vous dites boycotter ne suffit plus, qu'il faut faire autre chose, passer à autre chose. Or, les dernières élections présidentielles, tout le monde est d'accord, tous les observateurs avertis, tous ceux, parce que les vrais chiffres circulent. Tout le monde sait que la participation a été à un grand maximum de 8%. Ils ont fait gonfler vers les 40% à peu près. C'est passé, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas eu de vote, que ce président est passé sans vote, qu'il a été imposé par les généraux. Mais quand vous dites boycotter ne suffit plus, il faut proposer quelque chose alors. Quoi au juste, d'après vous? Oui, alors en fait, je vais être crue dans mes termes, mais le 12-12 a été un viol national. Et là, nous sommes à la veille d'un deuxième viol, une récidive de viol. Donc, ce n'est pas permis de laisser passer ça. Et c'est leur dernière carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un régime qui est aux abois. La dernière carte qu'il a jouée, c'est proposer cette constitution. Pourquoi? Parce qu'il a aussi des pressions internationales sur ce président, lui disant au moment où vous vous êtes engagé, vous avez dit que vous alliez réformer cette constitution pour répondre aux demandes du peuple, aux revendications du peuple. Donc aujourd'hui, il n'a plus d'autre choix, d'autant plus qu'ils ont prévu aussi de modifier certains points qui aujourd'hui vont leur permettre d'aller s'allier avec des pays pour sortir les militaires et les emmener en renfort avec d'autres pays, voilà, avec d'autres militaires. Donc au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre choix que de violer à nouveau le peuple algérien à travers ces élections. Donc, de quelle manière, M. Benchenouf, je ne détiens pas la solution malheureusement, et voilà, même si actuellement je suis en train de lire un livre très intéressant qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est très intéressant. À la fin du livre, j'espère pouvoir y arriver, mais toute seule, je ne pourrai pas. Vous nous ferez part de vos conclusions et de votre lecture, et je compte sur vous. Mais restez oui, avec nous. Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa. Je suis avec vous. Alors, Badreddine Guerfa, ils sont en train, ce régime, d'ailleurs depuis le début du Hirak, ce n'est pas nouveau. Sauf que maintenant, ils prennent de plus en plus de risques. Ils entreprennent des actions de subversion de plus en plus graves, dont on sent qu'ils n'en calculent même pas les conséquences possibles. Donc, ils ont essayé de mettre les islamistes contre les non-islamistes, les Kabyles contre les non-Kabyles, région contre région. Puis nous en sommes arrivés à cette histoire de Temazir. Et ils sont en train, dans le même temps, de faire dans la provocation en Kabylie. L'arrestation de Tazrart, qui a été un ancien député et qui a démissionné de l'APN à l'appel du peuple algérien. Et ils en ont profité, comme ils n'avaient plus l'immunité parlementaire, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont condamné à 1 an de prison. Et ils l'ont mis en prison, alors qu'ils n'avaient pas à le mettre en prison. Il avait le droit de faire appel. Il ne pouvait pas être... quand on est condamné à 1 an de prison, on doit attendre l'appel.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que maintenant, il menace de mettre Mohsen Belabbès, le président du RCD, en prison pour une sombre affaire de droit commun. Je rappelle qu'il a refusé de se présenter devant cette commission parlementaire présidée par qui? Par M. Afif. Donc M. Ounouri nous a dit qu'il avait 2 journaux et qu'il avait encaissé quelque chose comme plus de 100 milliards de centimes. Vous voyez, M. Afif qui juge M. Mohsen Belabbès et qui le livre à la justice du téléphone pour qu'on le mette en prison pour faire enflammer la Kabylie. Donc, à votre avis, est-ce que ces gens vont réussir dans leur provocation, sachant que depuis le 22 février 2019, le peuple algérien n'est plus ce qu'il avait été avant. Il est devenu un peuple responsable, dont la conscience politique s'est exprimée plus d'1 an et demi, de façon admirable. À votre avis, est-ce que ce régime va réussir à mettre le feu aux poudres et à diviser les Algériens? Écoutez, c'est Jamel Dine, en physique, on nous a appris qu'il y a l'action et la réaction. Et en politique, ceux qui font l'histoire, ce sont ceux qui créent l'événement. Le 22 février, le peuple algérien a créé l'événement. C'est devenu le seul facteur politique agissant en Algérie. C'était clair pour tout le monde. Malheureusement, quand la pandémie est arrivée, et tout le monde le savait, le Harak le savait, que ces gens-là, ce système pourri, va profiter du recul d'Al-Messiret pour des raisons de santé de notre peuple, et il va commencer sa nouvelle stratégie. Tout ce qu'on avait prédit, il l'a fait. Alors, tout azimut, il commence par faire peur aux Algériens avec les confinements, le Fellil, le Fennar Mekash, comme l'a dit, comme m'appelle votre invité, le confinement chauve-souris. Un siège chaud. Voilà, un siège chaud que je salue au passage. Deuxièmement, faire peur aux gens des jeunes Al-Harak qui commencent à mettre en prison l'un après l'autre. Et puis, ils s'attaquent à des hommes politiques. N'oubliez pas que Karim Tabou a failli être assassiné. Bon, ils ont dit que c'était un accident d'un essai, un déchet. Maintenant, ils arrivent à Mohsen Belabbès. Bien entendu, que Karim Tabou ou la Mohsen Belabbès, ils ne le pardonneront jamais. Leur action politique qui a contrecarré les manipulations de ce système pourri en Kabylie. Tous les deux avaient un rassembleur. Ils parlaient d'union, ils parlaient des Algériens, de l'union des Algériens, ils parlaient d'Algérie, c'était des Algériens comme le dit le Harak. Donc, et puis, ils ont actionné... Karim Tabou, tout à l'heure, s'est exprimé publiquement. Il a dit quelque chose de tout à fait sensé. Vous savez, Karim Tabou, il parle vrai. Il a dit, toutes les façons, pourquoi cette constitution? Puisque dans ce pays, ce ne sont pas les lois écrites qui en cours. Ce n'est pas les lois écrites, y compris les leurs. Hein. Ce ne sont pas leurs lois qui ont cours. Ce sont les lois non dites, celles du téléphone, par exemple. Exactement. Mais Badr Dinguerva, entre autres, j'aimerais que vous nous parliez aussi de ce climat délétère qui semble régner au sein même du régime, puisque maintenant, Tebboune, on est arrivé à dire publiquement, à demander à ses commis, à Wali, aux ministres, de ne plus tenir compte des lettres anonymes que les uns écrivent sur les autres. À votre avis, est-ce que cela peut expliquer ce qui se passe à l'intérieur du régime? Est-ce que c'est panique générale, panique sur Titanic? Les lettres anonymes, le chef de l'État imposé, ça me fait rappeler au temps du Chadli, souvenez-vous, quand ils ont voulu s'accaparer des grandes villas et des châteaux collants pour quelques dinars, ils ont pondu le canon. Et bon, les petits Algériens, ils étaient heureux d'avoir un petit appartement que dit à la Chalem. Ça me fait rappeler tout à fait la même chose.
اليوم les lettres anonymes on sait tout le monde sait كون تروح تشكي بواحد يعني dans la clarté c'est toi qui es en prison il y a plein de gens qui sont en prison على هذا الشيء comme notre capitaine du côté de Boumerdès qui راهو في الحبس اللي كان يتكلم على les pôles d'Alger كيفاش كانت تدي فيهم الامارات. Donc les lettres anonymes انت دو كوتي كان لو كوتي اللي يحميك ولو كوتي ils ont le droit de faire une enquête. مي خايفين من les lettres anonymes اللي يتكلموا عليهم كعصابه. Donc ils interdisent ça. C'est clair, il y a la panique. Il y a la panique dans le régime, هذا je dois le dire, il y a la panique وحنا لازم نخرجوا من هذا le climat تاع l'attente et à la réaction. On doit recréer l'événement, on doit réfléchir. Mais le confinement est prolongé jusqu'à la veille du référendum. Mais c'est clair, والله يا سي جمال الدين les Algériens راهم يشاهدوا فينا اليوم يعني كاع اللي يشاهدوا في قناه الأوراس هي عجوزه تاع 80 سنه تروح عند الخبار تشري تروح لا وتبغى يقول لك هذا كامل يحبوا يجوزوا الدستور. اي بان في اللي يجوزوا دستورهم راهم يجوزوا دساتير depuis 63. Ça n'a pas empêché l'Algérien d'être malheureux et ça n'a pas empêché l'Algérien de se révolter depuis des années et ça n'a pas empêché le 22 février. Avant le 22 février كان عندنا رئيس كان عندنا دستور كان عندنا إصابات et les Algériens sont dans la rue. اليوم je crois que la bonne question il faut réfléchir. C'est pour ça que j'invite les Algériens, la révolution algérienne à bien réfléchir كيفاش نخدموا et d'oublier هاد اللعبه تاعهم surtout ce qui se passe chez vous سي جمال الدين à la République. هذه الحكايه تاع اسلاميست وفلان وفلتان هذه ça ne nous concerne absolument pas. laïque اسلاميست فلان حنا les Algériens قالوها قولا واحدا. les Algériens حنا هنا الجزائريين قاعدين يخدموا باش يمنعوا بلادهم. البلاد elle est en danger réel et en danger réel. Ils sont en train de jouer avec le feu et quand le feu arrive الصالح والطالح c'est notre Algérie اللي تروح. et puis alors là خلاص مالا حنا نخدموا خدمتنا. on doit réfléchir, on doit discuter, on doit faire des visites dans plein de choses qu'on doit faire. on doit réfléchir على حاجه باش ما يجيب ربي le déclic et sans le حراك قالت لي عجوزه في عمرها. بدر الدين قرفة juste sur ce sujet de ce clivage qui est né au Hirak parisien, islamiste, pas islamiste. Moi personnellement, et vous me corrigerez si je me trompe, depuis le début du Hirak, du 22 février jusqu'au confinement et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu le Hirak algérien, même en France, jusqu'à ces derniers temps, je n'ai jamais entendu une mouvance politique, qu'elle soit islamiste ou autre, revendiquer sa sensibilité ou l'afficher publiquement. Tout le monde reprenait les slogans du peuple algérien. Madaniya machi askaria, doula qanounia, doula haq, etc., etc. On n'a jamais parlé d'idéologie d'islamisme, de laïcisme, de je ne sais quoi. À Paris, ils ont réussi à inséminer ce poison qui est en train de faire des ravages, même au point, ravages dans le sens où c'est en train de décourager les gens d'aller faire le Hirak parisien. Nous sommes passés des foules de 80 000 manifestants le 1er novembre passé à quelques centaines maintenant. Je ne veux pas donner chiffres pour ne pas désinformer. Et dans le Hirak algérien, en Algérie même, est-ce que ce conflit, est-ce que cette polémique a cours en Algérie, je veux dire, dans le pays? Sauf, si jamais le dire. Absolument oui. absolument pas. On a اليوم شوف كي كنا نخرجوا في المسيرات le peuple algérien répondait à tout ce qui se passait. كان à l'époque جايب صالح هو يتكلم كان جايب صالح كل اللي يتكلم كان يريبوندي عليه الشعب. اليوم بالي باسكو الناس تخرج هذا اللي يحركوهم ادرواتي اغوش يتكلموا يفون هاد اللعبات. on n'est pas dans la rue réellement. mais قالها الشعب قالها واش قال الشعب واش قال يعني كليرمون قال حركنا ماشي اسلامي ماشي علماني كاينه اصابه تسرق عيناني. ça vient هذا الكلام
le climat de Paris en porte-à-faux à ce qui se passe en Algérie. Alors, est-ce que vous nous confirmez, parce que moi je ne suis pas en Algérie, donc je ne peux pas l'exprimer moi-même. Est-ce que vous confirmez, je vais demander ce vendredi, on va ouvrir Standard à tout le monde de nous en parler. Est-ce que vous confirmez qu'en Algérie même, où se trouve la quasi-totalité des Algériens, si ce n'est sa diaspora, il n'y a pas cette polémique sur la place publique, islamiste contre non-islamistes et ceci et cela? Absolument, il n'y a aucun classe en Algérie. C'est pour ça que Mahsen Ben Abbas, il est en Algérie, Mahsen Ben Abbas. Le LCD sur la direction de Mahsen Ben Abbas, il est en Algérie. C'est un cabine, c'est un parti Elmani. Et bien, quand il y a la Flavio Michelet, c'est M. Darrahma. Personnellement, plusieurs matchs que M. Darrahma, Flavio Michelet, juste à côté de Makar de Wilaya du RCD. D'ailleurs, l'année 1, après une année, il y a un grand métier à écrire le vendredi et le samedi, devant le bureau du RCD. Parce que, qui m'appelle le mouad من جهات أمنية كانوا يديروا لهم فلان ميشلي il y a des carrés هذا FFS derrière les carrés تاع الفيس derrière les carrés تاع السيدي ما نجموش نضربوا الناس الكل. حنا خلاص حنا on a dépassé ces clivages parce que si on les dépasse pas خاسرين. Et deuxièmement, on n'aurait rien compris le message تاع la génération, le titre تاعها le vivre ensemble. Il va être éjecté par l'histoire, il va être éjecté par la révolution, il va être éjecté par le peuple algérien. Restez avec nous, Badr Dengerva. Fatih Titouche, hier nous avons discuté un peu autour des élites de ce pays, en fait des fausses élites, des élites, j'allais dire, institutionnalisées, créées par les partis politiques. Il suffit de ramasser 15 copains, de signer un truc et de se faire adouber comme parti politique et de devenir donc des élites politiques. Ou alors il y a des élites identitaires, des élites historiques, des élites en tout genre, mais qui sont hors sol, qui ne trouvent pas racine dans leur nation, dans leur société, dans leur pays. Or, aujourd'hui, ces élites ou ces fausses élites, et les vraies élites aussi, qui n'ont malheureusement pas encore eu l'occasion d'émerger, semblent rester totalement passives devant un tel risque, un tel péril qui a été mis en œuvre par le régime de diviser les Algériens et qui risque de gravement dégénérer. Comment expliquez-vous cette totale absence des vraies élites, celles qui n'ont pas encore émergé, ou des élites en place, des élites officielles, j'allais dire? Avant de répondre à cette question, si vous me le permettez, j'avais noté juste deux observations. En fait, une par rapport à ce que disait ma confrère Essia Gchoud par rapport à l'élection. Alors, il y a eu le mot d'ordre déjà pour l'élection présidentielle du 12-12 qu'il fallait, où on avait donné l'espoir au peuple algérien qu'on avait la possibilité de faire annuler l'élection. Moi, je faisais partie des gens qui disaient que l'élection du 12-12 allait de toute évidence passer parce que, et vous allez peut-être être d'accord avec moi, Monsieur Benchenouf, parce qu'ils ont déjà un réservoir. Alors, ils font voter les morts et ils ont l'armée et ils ont une petite base sociale, des gens qui ont un intérêt avec le régime, c'est-à-dire les militants du FLN, de tous ces partis-là, etc., les notables, les fonctionnaires, quelques fonctionnaires qui travaillent avec eux. Donc, anyway, en fait, quoi qu'on fasse, l'élection, ils allaient la faire passer. Maintenant, moi, je me réfère toujours à la maxime du Hera, qui est l'unité nationale d'un côté et le pacifisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus, parce que sinon, ça serait quoi le moyen de faire annuler l'élection? Moi, je suis complètement contre à ce qu'il y ait des appels à vouloir annuler de force
l'élection. Je reste pacifique, je reste sur l'idée que, en fait, ce qui nous bloque, ce n'est pas le fait de laisser passer l'élection ou de ne pas la laisser. On peut faire des appels, on peut convaincre les gens pour qu'ils boycottent, pour qu'ils ne se déplacent pas au bureau de vote, pour que cette élection-là, il n'ait pas ces queues-là énormes de gens enthousiastes à faire une élection d'un côté. De l'autre côté, il nous reste à construire l'alternative. Je reviendrai là-dessus. La deuxième remarque, c'est par rapport à justement cette question-là centrale des divisions, de ce qui se passe à Paris et tout. En fait, la différence, elle est où? Moi, j'ai manifesté, je me suis déplacé à Alger, j'ai participé à peu près 7 marches à Alger. Et il y a des groupes qui revendiquent Daoula Islamia, Harrachia. Je les vois tous les vendredis, toutes les marches où j'y étais, ils étaient là. Il y a, comme le disait Gelfa, il y a des carrés de gens, etc. La seule différence, c'est qu'en Algérie, ils agissent d'une manière intelligente. C'est-à-dire le peuple en Algérie, face à ça, ils agissent d'une manière, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait cette pluralité, d'accepter qu'il y ait cette diversité et de faire avec cette diversité. Et c'est ça qui a fait tomber les pièges du régime de division. Ce n'était pas de refuser des expressions comme ça. C'est-à-dire que quand ils viennent, le groupe de Tal Harrach, ils disent Daoula Islamia Harrachia, au départ, il y avait des gens qui étaient un peu sensibles et qui répondaient à cette provocation, mais après, on disait calmez-vous, laissez-les, ils s'expriment, il n'y a pas de souci, et on verra que c'est un petit groupuscule qui essaye de faire tâche dans tout ce mouvement populaire. Voilà une réaction qui est intelligente, c'est d'accepter la pluralité, la diversité, et de ne jamais tomber ça. Et au contraire de chanter mais ou le consensus, moi j'entends bien ce que vous dites, Fatih Titouche, j'entends bien, mais le consensus tacite au sein du Hirak était de ne pas exprimer de sensibilité politique en attendant de mettre en place un cadre consensuel dans lequel viendrait s'inscrire tout le monde, et à partir de ce moment-là, tout le monde pourrait exprimer sa sensibilité. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, on est complètement d'accord. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il y a un certain nombre de questions qu'on ne peut pas trancher. C'est des questions qui relèvent de nos propres convictions. Je ne vais pas abandonner mes convictions parce que c'est au peuple de trancher ce genre de convictions. Il y a par contre un certain nombre de questions sur lesquelles il ne faut pas non plus répondre uniquement par dire c'est des agitations du DRS ou par exemple on a vu par exemple lors de la marche du 13 traiter tout le monde de DRS, tous les gens, y compris moi, je faisais partie des gens qui disaient il faut qu'on marche. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut un contrat national, il faut qu'on arrive à un compromis, il faut discuter avec tout le monde. Par exemple, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Il exprime une opinion, il exprime des craintes, je lui répondrai sur le terrain politique, j'apporterai des réponses politiques. Pourquoi faire? Pour justement distinguer ceux qui ont de mauvaises intentions et ceux qui ont des craintes légitimes. Des craintes et des peurs légitimes. Il y a par exemple dans la population algérienne des gens qui vous disent on a peur pour les libertés individuelles quand il s'agit d'un tel courant conservateur. Il y a de ces gens du courant conservateur qui disent nous avons peur pour nos traditions, pour notre culture, pour notre religion par rapport à un autre courant dit laïque ou laïciste ou j'en sais quoi. À ces questions-là, il faut répondre en termes politiques. Il faudra apporter des réponses claires. Aujourd'hui, 1 an et demi, là, l'échec de ce que... Et là, je réponds sur la question des élites. L'échec, c'est qu'on n'est pas arrivé à avoir un contrat national. C'est grave. Ça, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas la faute au peuple. Et ce n'est pas la faute à Flaine ou Flaine. C'est la faute à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1 an et demi, on aurait été capable, on a le temps, surtout avec le confinement, on a le temps et rien ne nous pardonne de ne pas avoir entre nous un texte clair d'un compromis national dans lequel chacun donnerait des garanties. Chacun donnerait des garanties. Qu'on discute les questions qui relèvent de l'ordre de l'État.
Ces questions-là, oui, j'entends les gens qui disent qu'il va y avoir des élections, mais elles ne se règlent pas uniquement. Lorsqu'on va y aller dans des élections pour ne pas reproduire le scénario des années 90, il faut qu'on se mette d'accord. Pour que cette élection soit un événement, soit une fête, pour que tout le monde soit prêt à accepter les résultats de ces élections, quoi qu'elles soient. Quel que soit le résultat, on aurait accepté. Pourquoi? Parce qu'au préalable, nous nous sommes mis d'accord, nous nous sommes mis à table, nous avons discuté nos divergences. Peut-être que ça serait tendu, mais on apprendra à discuter, on apprendra. Je reviens à vous dans un moment, Fatih Titouche, justement, pour vous demander de nous donner votre avis sur ces perspectives que vous évoquez de construire une alternative. Je reviens à vous dans un instant. Assia Geshoud, je suis tenté de vous poser la même question que celle que je viens de poser à Fatih Titouche. Ces élites, les vraies et les fausses. Les fausses, à la limite, elles sont en train d'appeler les Algériens à aller voter non, pour voter contre Tamazight. Vous voyez un peu le niveau de ces grandes élites. Et les vraies élites, celles qui n'ont pas émergé, celles qui sont dans l'ombre, celles que le régime empêche de percer, ces élites, c'est comme si elles attendaient un coup de sifflet ou une autorisation pour pouvoir s'exprimer, alors que l'heure est grave. Si elles ne s'expriment pas aujourd'hui, à un moment d'une telle provocation, à un moment où le régime fait feu de tout bois, à un moment où des apprentis sorciers s'apprêtent à provoquer la population de toute une région, sans se poser la question de savoir sur quoi ça pourrait déboucher. Pourquoi ces vraies élites, qui existent, on ne peut pas les nier, pourquoi sont-elles aussi silencieuses? Pourquoi sont-elles aussi absentes? Moi, je crois que les élites ne sont pas absentes. Elles sont juste discrètes. Les vraies, je parle des vraies élites, elles sont juste discrètes. Je suis persuadée, et je ne veux pas non plus me prononcer, que ces élites-là travaillent depuis un bon moment. Nous avons bien vu avec ce régime qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît comme étant un leader ou une élite, qu'effectivement ils vont l'arrêter, il est emprisonné, il y a de la répression, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de ces vraies élites de ne pas se montrer au grand jour et de travailler en toute discrétion. C'est peut-être la stratégie qui a été adoptée aujourd'hui que j'encourage. Je pense véritablement, et c'est un peu réducteur de croire que ces gens-là ont les bras croisés et restent à attendre que les choses se passent. Véritablement, il y a un travail en profondeur. Je voulais juste revenir à la sortie aujourd'hui de Karim Tabou qui m'a fait chaud au cœur. Il a profité justement d'une inauguration d'un portrait qui a été fait en son honneur pour s'exprimer avec joie parce qu'en fait, il n'arrive plus à parler depuis un certain temps à cause de son contrôle judiciaire. Donc aujourd'hui, il s'est exprimé, il a dit plein de belles choses que j'ai entendues, notamment que la Kabylie est unie avec le reste de l'Algérie. Tout ce qu'on entend sur cette division n'est que virtuel et c'est quelque chose qui est colporté mais qui n'est absolument pas vrai sur le terrain. Et je vous l'affirme aussi parce que je suis moi-même en contact avec énormément de personnes en Kabylie. En Kabylie et partout en Algérie, il y a une véritable union. Il y a des sorties nationales qui sont prévues très prochainement. Tout à l'heure, on parlait justement de contrecarrer ces élections, ce référendum. Je pense que le Hirak, le peuple, a aussi sa stratégie de ce côté-là. Donc c'est en cours. J'ai une grande confiance en ce peuple qui a démontré depuis le 22 février sa force et sa détermination. Et avec les mois qui ont précédé là, c'est-à-dire ce confinement, cette répression d'art, c'était vraiment une pression énorme sur ce peuple. Ça n'a fait qu'augmenter encore plus sa détermination. Et je vous le dis clairement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça ne veut pas dire que le tsunami ne va pas arriver. Il va arriver très prochainement. Et Inch'Allah, ça va être
la résurrection finalement du Hirak version 2. Voilà ce que je peux dire. Tout à l'heure, Fatih Titouche avait rappelé le slogan principal du Hirak avec Madaniya Machi Askaria. C'était Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa, pacifique, pacifique, tous frères, tous unis. Or, aujourd'hui, c'est la Selmiya que le régime veut faire basculer dans la violence, en essayant de provoquer toute une région. Et d'un autre côté, c'est la Khawa Khawa qu'il veut déstabiliser, parce qu'il veut monter les frères contre les frères. Comment faire, à votre avis, pour réagir et pour répondre très vite, très fort, très massivement à ce régime que Selmiya, Khawa Khawa est toujours d'actualité? Oui, non, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, c'est clair, et je pense que la majorité est d'accord là-dessus. Pour rester dans les principes du Hirak, beaucoup ont réfléchi depuis très peu de temps à proposer une charte nationale du Hirak qu'ils veulent rédiger pour justement ne pas sortir du cadre qui a été défini depuis le 22 février. C'est une proposition, pourquoi pas. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été nécessaire, mais au jour d'aujourd'hui, avec tous les conflits qu'il y a eu, finalement, tous ces pièges qui ont été tendus, ça devient peut-être nécessaire. Pourquoi pas? Il faut voir. Il faut que tout le monde soit d'accord sur son contenu, sur ses principes. À voir. Mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le piège qui a l'air d'être tendu par ce régime ne prend pas. Le peuple est déterminé à rester pacifique, il l'est. Le peuple algérien est un peuple pacifique, il faut le savoir, il a toujours été pacifique. C'est un peuple qui ne recourt pas à la violence systématiquement ou sans... voilà, nous ne sommes plus au cas du 5 octobre 88. Le peuple algérien a bien compris tous les enjeux et il compte rester pacifique. À aucun moment, il ne changera ce cap. Même pour barrer le référendum, il ne passera jamais à la violence. À aucun moment, j'ai parlé de violence. Restez avec nous, Assia Guichoud, pardon. Badr Denguerva, vous êtes un hirakiste très connu en Algérie. Je crois que vous n'avez jamais raté un hiraki, me semble. Badr Denguerva, est-ce que vous avez raté un seul vendredi? Sauf lorsque j'ai été kidnappé des fois par les gendarmes, des fois par la police. À part ça, je n'ai Oui, je me rappelle. Ces hirak-là, vous les avez fêtés en prison, en garde à vue. Et sinon, Badr Denguerva, Khawa Khawa, Selmiya, Selmiya. Le régime a compris que c'était là la clé de voûte du Hirak, qu'il faut donc la casser, cette clé de voûte, pour que tout l'édifice s'écroule. Comment faire, d'après vous, pour éviter que le régime ne réussisse à obtenir cet objectif, à atteindre cet objectif? Chef Jamal-Din, d'abord, permettez-moi de faire certaines observations. Oui, je vous en prie. Oui. Il y a des choses qui ont fait très mal à ce régime. Il y a un slogan qui a fait très mal à ce régime, c'est Madaniya Machi Askaria. Au niveau des marches sur les 48 wilayas, mon observation à moi, quand je donne comme exemple Alger, où il y avait une très grande manifestation. Il y a des manifs qui arrivent du côté de Bablouad, il y a des manifs qui arrivent du côté de Al-Harrach, Belkour, Bourouba, etc. Il y a des manifs, et il y a une manif qui démarre de Masjid al-Rahma. Là où tous les Algériens se retrouvent, toutes tendances confondues. Hommes, femmes, enfants, et toutes tendances confondues, je vous dis. Alors, moi je suis du fils. Moi je suis du fils, je ne cache pas. عندي برنامج سياسي عندي أهداف mon cœur كما يقول contre les deux mon cœur balance mon cœur نحب les quartiers populaires الحراش mon cœur يقول لي روح للحراش mais ma tête ma maturité عقلي كان يدفعني لمسجد الرحمة وين نلقاو tous les Algériens هاد la maturité politique هي اللي وجعت النظام وجعت هاد le régime donc اليوم
il faut faire la maturité, il faut encore نزيدوا نقويوها اليوم. Je suis heureux اليوم كي سمعت انا جي با ايكوتي كلمة تابو تتكلم وتكلم توجور دون لا توجور الطريقة اللي يناضل بها depuis des années avant الحراك. دونك احنا on ne doit pas ما نجمناش نرجعوا que ce soit des gens qui s'appellent laïcs qui se veulent laïcs ولا les démocrates non pratiquants يكونوا في باريس ولا يكونوا ailleurs ولا certains islamistes عندنا ناس من الفيس كيما هكذا عندنا ناس من الفيس mais ils n'ont pas pignon sur rue ils n'ont pas pignon sur la grande base تاع الفيس كاينين يتكلم لك attention تمازيغ attention كذا attention كذا. mais je vous le dis حاجه مليحه مهمه اللي قالها سي فتحي تيتوف que je salue. C'est vrai il y a un grand problème qui se pose. كاين الناس من اطراف عديده خايفه على besoin de garantie. واحد يقول لك انا بالك ما نديش لي زيليكسيون وينحيوني والاخر يقول لك بالك انا ونحب الدين ولي تراديسيون تاعي والمسجد بالك يرجعني كيما فرنسا. شوف جو كخوا انا نقول لا ديسكوسيون لازم تكون اليوم مفتوحه ولكن on doit pas parler d'élection. Qui parle d'élection؟ احنا ما نهضروش على الانتخابات. جو بو فوز اسوري لو بوبل اللي يسمعوا في المغاربه في الاوريس يسمعوا فيها احنا مثلا في الفيل لي جون دو افوار لو كوراج لان احنا ما يهموناش لي زيليكسيون الان يهمونا كيفاش نبقاو اوني باسيفيك باش نهبطوا هذا النظام وعلى ليميت ندفعوه اون لو بوس باش يجي لي نيغوسيون باش يقبل اون فاز دو ترانزيسيون. الور لا je serai d'accord avec Sifatah في la phase de transition في les libertés في كي تفتح الجامعات للنقاش alors là oui je serai tout à fait d'accord je peux signer à blanc. لازم تكون عندنا une charte entre toutes les composantes politiques de région تاع البلاد comment on voit l'Algérie. بعد هذا le truc politique نروحوا ما نقولوش les élections نروحوا la constituante on va élire nos représentants un peu partout pour écrire la constitution تاع الجزائريين ما تاع الفيس ما تاع الانسيدي ما تاع الفافاس لا تاع فلان ولا علان. la constitution algérienne اللي يدير les règles du jeu وتكون une constitution ما لازمش يكتبوها كيما هذه تاع الاربعه هذه في شهر ولا شهرين. انا سابروندون لو طون عام ونص باش نكتبوا فيريتابل كونستيتيسيون اللي تفتح باب تاع لي ليبرتي الباب تاع فصل السلطات حقيقه ليكيليبر دي بوار. جو ديجا انا امين المره اللي فاتت انا نقول لك في ليليفون تاع القران واش يقول ربي سبحانه في القران يقول ان الانسان لا يطغى. الانسان لوم كي ما يلقاش لو فيروياج كي ما يلقاش لي زيكيليبر يعود ان ديكتاتور. وربي يقول تحبون المال حبا جما. الانسان مفطور لات لومان يحب الدراهم يحب يكون الاج يحب يزدي يحب كذا كون ما ديروش لي زيكيليبر. لا ربي سبحانه خلق لو موند اونتي لونيفير افيك لي زيكيليبر. لو كور تاع الانسان فيه دي زيكيليبر كل هذا كل. Et je me permets de vous interrompre, Badreddine Guerfa. Il reste à peine quelques minutes que je vais vous partager pour le mot de la fin. Et je confirme avec vous, je crois que c'est Montesquieu qui a dit quiconque détient le pouvoir pour apporter de l'eau à votre moulin, Badreddine Guerfa. Et à ce qu'a dit le Coran. Quiconque détient le pouvoir est censé en abuser. Le meilleur moyen de ne pas le lui permettre est de diviser le pouvoir, de le séparer pour que personne ne le détienne en entier. Fatih Titouche, en moins de 2 minutes, je suis désolé, il ne reste plus de temps. Vous parliez de construction de l'alternative. Je suis désolé de devoir vous presser. Vous allez nous expliquer ce que vous voulez dire en moins de 2 minutes. Et aussi profiter pour répondre en même temps, parce que ça rentre dans ça. Je suis d'accord avec l'idée de la constituante. Vous le savez, M. Benchenouf, que je défendais l'idée de la constituante depuis le départ, parce que je crois que c'est la solution la plus adaptée. Mais au fur, justement, et à mesure qu'on avançait dans le temps, j'avais compris en fait que
le problème de la constituante, c'est les conditions de faisabilité. Les arguments qui revenaient, c'était ici on allait dans une assemblée constituante et qu'on allait se diviser à l'intérieur et qu'on n'allait jamais s'en sortir. Les conditions de faisabilité disent aujourd'hui qu'il nous faut un texte préalable à la transition, préalable à l'assemblée constituante. Il faut que les acteurs que nous reconnaissons tous comme des acteurs du Hirak, des partis politiques qui sont dans l'opposition et qui veulent construire ce pays et construire cette alternative, se mettent à table aujourd'hui et qu'ils discutent sur un texte fondateur, sur un contrat national, un contrat politique qui donne des garanties, qu'on se donne des garanties. C'est vrai que ces garanties-là, elles nous engagent les acteurs politiques, mais elles ne sont pas affirmées. Et que ces garanties-là, justement, vont donner les conditions ou vont satisfaire les conditions de faisabilité de ce processus-là constituant. Et que dans l'élection, le peuple tranchera, bien sûr, parce que les acteurs politiques ne sont pas des tuteurs sur le peuple, mais ils sont responsables de leurs propres propos, responsables de leur propre stratégie. Aujourd'hui, et pour conclure, par exemple, on a un exemple concret dans le Hirak parisien. Et à ce Hirak parisien, on a des gens qui ne sont pas du DRS, qui sont des gens à qui, par exemple, quand on leur parle de ces craintes-là, quand on leur dit que, attention, il faut vraiment baliser ce processus constituant et cette révolution, ils sont là et ils disent, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Il y a parmi eux des gens qui sont mal intentionnés. Mais est-ce que la réponse est de céder le terrain? Est-ce que la réponse est de jeter l'anathème sur tout le monde et de dire tout cela doit disparaître? Moi, je pense que la réponse est politique. La réponse est de discuter avec tout le monde, y compris avec les mal intentionnés, ramener tout le monde sur la table. Et là, on va faire la démonstration pour voir ceux qui veulent vraiment construire, ceux qui veulent vraiment... Mais, et je finis vraiment avec cette phrase, sans alternative. Si on n'est pas capable de poser aujourd'hui une sérieuse alternative, les slogans et tout ce qu'on disait depuis un an ne peuvent pas suffire contre ce régime si on veut garder le pacifisme comme notre seul outil de lutte. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, en fait. Assia Guéchoud, le mot de la fin. Oui, écoutez, le mot de la fin, je ne vais pas pouvoir développer plus que ça, ni répondre à ce que j'ai entendu. Le mot de la fin, ce que je peux dire, c'est que dans toutes les révolutions qu'il y a eu à travers le monde, à toutes les époques, il a fallu mettre en place une stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir à une action sans avoir une stratégie derrière. Et quand on fait référence, quand à chaque fois, M. Benchenouf, vous me parlez de l'action de Genève, pourquoi elle a réussi? Pourquoi elle a eu autant de répercussions? C'est parce qu'il y avait une véritable et une réelle stratégie derrière. Il y a eu une vraie communication qui a été faite, il y a eu un véritable travail. C'est pas tout le monde qui était apparent, hein. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur cette action et il y avait une réelle stratégie. Au jour d'aujourd'hui, faire une action, une marche, une manifestation, quoi que ce soit, sans avoir une stratégie derrière pour atteindre un but, aujourd'hui, ça ne sert à rien, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Donc, moi, ce que j'encourage véritablement à réfléchir aujourd'hui, à mener des actions stratégiques pour faire tomber ce régime. Et c'est que de cette manière qu'on réussira. Que ce soit contre ce référendum, que ce soit contre tout ce que ce régime propose au jour d'aujourd'hui, c'est être stratégique. Et pour cela, il faut se mettre effectivement autour d'une table. Toutes les questions peuvent être débattues, bien sûr, autour d'une table, mais en dehors du cadre des manifestations ou des marches, simplement parce que à ce moment-là, ça divise. C'est tout. Mais autour d'une table, bien sûr, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler, il faut avancer. Voilà ce que je peux dire. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Assia. Badreddine Guerfa, le mot de la fin, vraiment le mot de la fin vous revient. En moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, moi, j'encourage les Algériens à discuter. Je pense très fortement que جاء الوقت اليوم هذا الحراك il a toujours refusé parce qu'il عنده قيادة. Il le refuse toujours. Mais j'invite tous les membres de l'Harak qui ont pignon sur rue, qui sont écoutés et qui savent qu'ils sont écoutés. J'appelle les faiseurs d'opinion à discuter ensemble. هذه الثورة لازم يكون عندها راس مش اللي يقود، non راس qui construit une stratégie vu
كو الناس يسمعوا لهم وماش بالضروره لازم يقولوا نو يديسكوت سور اون استراتيجي سور اون شارت مليحه شو كافي داكور باش نمشيو باسكو سينون في طريقنا في هذه الشهور حنا سي تاسكي دون لا دوري اون ريسك دو سو بيردر في دون دي بيست اللي يدينا عليهم النظام alors que nous voulons rester l'autoroute اللي تدي لو شونجمون ريال. هذا هو الكلمه الاخيره. Merci beaucoup, Barakallahu fik, Badreddine Guerfa. Merci à Sia Geshoud. Merci Fatih Titouche. Merci à vous, chers amis. كلمة واحدة نقولها لكم. سلمية سلمية. خاوة خاوة. قول خير بسلامة.